Mon fils, tu n'as pas honte d'enceinte une femme folle. Maman, crois-moi, je n'ai jamais touché une femme. Prenez votre pop-corn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Au cœur d'un quartier modeste vivait une belle femme folle nommée Diana Scata. Elle avait de longs cheveux qui tombaient en cascade et de jolies formes qui attiraient les regards partout où elle passait. Malgré son état mental, la beauté de Diana Scata rayonnait et sa présence ne passait jamais inaperçue. Elle habitait non loin de la maison familiale, mais passait la plupart de ses journées assise au bord de la route, à manger et à danser toute seule. Personne ne savait ce qui l'avait conduite à perdre la raison. Avec le temps, le quartier s'était habitué à ses habitudes. Un jour, un jeune homme, nommé Obi, passa près de Diana Scata, alors qu'elle était assise au bord de la route. Obi était connu pour sa gentillesse et son humilité. Il vivait avec ses parents dans une petite maison et arborait toujours un sourire. En marchant, il remarqua que Diana Scata pleurait et mendiait un peu de nourriture. Il s'arrêta alors et lui donna le pain moelleux qu'il tenait à la main. Les yeux de Diana Scata s'illuminèrent et elle dévora le pain en un instant. Obi sourit, mais une fois rentré chez lui, ses parents lui demandèrent où était le pain qu'il l'avait envoyé acheter. Obi leur expliqua ce qui s'était passé. Ils se renfrognèrent et l'avertirent de ne pas gaspiller leur argent pour des folles. Mais Obi n'écouta pas. Il continua d'aider Diana Scata, partageant sa nourriture avec elle chaque fois qu'il la croisait. Avec le temps, Obi et Diana Scata devinrent de bons amis. Chaque fois qu'elle le voyait, Diana Scata criait son nom avec joie et lui donnait tout ce qu'il avait sur lui. Les habitants du quartier commencèrent à bavarder sur leur amitié, traitant Obi d'idiot pour être l'ami d'une femme folle, mais Obi n'y prêtait pas attention. Les mois passèrent, et le ventre de Diana Scata commença à s'arrondir. Les murmures dans le quartier s'intensifièrent. Elle est enceinte. Très vite, les doigts se pointèrent vers Obi, l'accusant d'en être responsable. Obi était bouleversé et expliqua à ses parents qu'il n'y était pour rien, mais ils avaient du mal à le croire. Le plus fou, c'était que Diana Scata souriait et prononçait le nom d'Obi chaque fois qu'on l'interrogeait sur la grossesse. La nouvelle arriva jusqu'à la famille de Diana Scata, qui se rendit en colère chez Obi pour exiger qu'il épouse leur fille. Les parents d'Obi furent sous le choc et Obi lui-même était perdu. Il ne savait plus quoi faire. La famille de Diana Scata insistait. Pour eux, Obi était responsable et devait s'occuper d'elle et de l'enfant à naître. La vie d'Obi devint un véritable tourbillon. Il tentait de prouver son innocence, mais les paroles de Diana Scata revenaient toujours vers lui. Les commérages du quartier continuaient, et la réputation d'Obi était salie. Un jour, Obi décida d'aller parler directement à Diana Scata. Il s'assit à côté d'elle au bord de la route et lui demanda « Diana Scata, pourquoi continues-tu à dire que je suis le père de ton enfant ?» Diana Scata le regarda avec un sourire et répondit doucement « Parce que tu es mon ami, Obi. Je t'aime. » Le cœur d'Obi se serra en entendant ces mots. Il comprit alors que les paroles de Diana Scata ne parlaient pas vraiment de la grossesse, mais de l'amitié sincère qu'ils partageaient. Il décida donc de rester à ses côtés non pas parce qu'il était responsable de la grossesse, mais parce qu'il tenait à elle. À mesure que la grossesse avançait, la curiosité d'Obi finit toutefois par l'emporter. La nuit, il se mettait à rôder autour de la petite cabane en bois de Diana Scata, se cachant dans l'ombre, espérant voir ou entendre quelque chose qui pourrait lui révéler l'identité du véritable père de l'enfant. Les nuits étaient sombres et silencieuses, seulement troublées par le ululement lointain d'une chouette ou l'aboiement d'un chien errant. Puis, une nuit, la patience d'Obi fut enfin récompensée. Il aperçut un homme mûr se faufilant discrètement dans la cabane de Diana Scata. Les yeux d'Obi s'écarquillèrent lorsqu'il le reconnut. C'était Alhaji Bumba, un philanthrope généreux, très respecté dans le quartier pour ses bonnes actions. Alhaji était connu pour sa bienveillance et son aide envers les plus démunis. Il conduisait souvent dans le quartier, distribuant de l'argent et adressant des sourires chaleureux à ceux qu'il croisait. Obi fut donc profondément choqué de voir Alhaji se faufiler ainsi dans la cabane de Diana Scata. Que faisait-il là? Était-il le père de l'enfant? Se demanda Obi, l'esprit envahi de questions. Il sortit rapidement son smartphone de sa poche et attendit en silence, essayant de ne pas se faire remarquer. 40 minutes plus tard, Al-Hadji sortit enfin de la cabane, en sueur et le sourire aux lèvres. Le cœur d'Obi fit un bond lorsqu'il prit plusieurs photos d'Al-Hadji, espérant que ces preuves suffiraient à laver son honneur et à faire taire les rumeurs. Une vague de soulagement l'envahit. En prenant les clichés, il pensait que cela mettrait définitivement fin aux accusations le liant à Diana Scata. Mais ce soulagement fut de courte durée. Le flash de son téléphone attira l'attention d'Al-Hadji, qui se retourna brusquement, réalisant que quelqu'un était en train de le photographier. L'expression d'Al-Hadji changea brusquement. De calme, elle devint furieuse. Il monta rapidement dans sa voiture, garée non loin derrière les buissons, et se mit à passer des appels. Avant même qu'Obi n'ait le temps de s'éloigner, des hommes baraqués surgirent de nulle part. Ils l'attrapèrent, lui arrachèrent son téléphone
et commencèrent à le battre violemment. Obi tenta de se défendre, mais il n'était pas de taille face à eux. Ils le frappèrent si brutalement qu'il perdit connaissance, son corps inerte tombant au sol. Les hommes traînèrent alors le corps inconscient d'Obi et le jetèrent dans le coffre de leur voiture. Puis ils démarrèrent en pleine nuit, laissant derrière eux un climat de peur et de mystère. Le téléphone d'Obi resta brisé sur le sol, les preuves qu'il avait rassemblées désormais perdues à jamais. Le lendemain matin, les parents d'Obi se réveillèrent et constatèrent que sa chambre était vide. Ils se demandèrent où leur fils avait passé la nuit et pourquoi il n'était toujours pas rentré. Ils essayèrent de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Au fil des jours, leur inquiétude se transforma en véritable panique. Ils se rendirent au commissariat du quartier pour signaler la disparition d'Obi. Les policiers les écoutèrent, mais leur expression restait sceptique. « N'est-ce pas le même garçon qui a mis cette folle enceinte ?» lança l'un d'eux, en haussant un sourcil. « Peut-être qu'il a pris la fuite par honte », ajouta un autre d'un ton moqueur. La mère d'Obi éclata en sanglots et supplia la police d'aider à retrouver son fils. Elle expliqua qu'Obi était un bon garçon, gentil et respectueux, et qu'il ne disparaîtrait jamais sans raison. Les policiers promirent d'essayer de l'aider, mais leurs paroles sonnaient creux. Les jours passèrent, puis devinrent des semaines. Le quartier tout entier se mit à murmurer et à spéculer sur la disparition d'Obi. Il s'y enfuit par honte, disaient certains. Quel bon à rien, mettre Dianaskata enceinte et fuir ensuite, ajoutaient d'autres avec méchanceté. Mais ils étaient loin de se douter que, pendant ce temps, Obi était bel et bien retenu captif, ligoté dans une petite pièce puante de la maison d'Al-Haji. La pièce était humide et sombre, sans aucune fenêtre pour laisser entrer la lumière du jour. Le corps d'Obi le faisait souffrir à cause des coups, et son moral était brisé. Par moments,